Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir. Bienvenue les grandes articulations. C'est effectif. La signature d'une convention collective, cet accord public-privé va profiter aux travailleurs des mines, carrières et industries minières. Cette convention intervient après plusieurs mois de négociations. La cérémonie est présidée par le ministre Bruno. C'est l'un des sempiternels chantiers de la République. La cité du Niger à Farana, vieille de 11 ans de rénovation. La page est tournée, place à la coupe du cordon inaugural. Le site devient opérationnel grâce aux efforts du chef de l'État. Culture, prix découverte RFI 2025. Parmi les 10 finalistes, cette année figurent deux artistes guinéens, Queen Rima et Striker. Le 16 février est le dernier jour de vote. Chaque candidat développe ses stratégies de campagne pour rafler le trophée, à découvrir dans ce journal. Sommet sur la sécurité. Ça se passe à Munich, en Allemagne. Des leaders du monde entier se réunissent. Plusieurs thématiques sont abordées. Le général Mamadi Doumbouya est l'un des rares chefs d'État officiellement invités à cet événement. Il est représenté par son ministre secrétaire général de la présidence. Omar Bari, compte rendu. Munich, la capitale bavaroise, a accueilli une importante délégation guinéenne pour la 61e édition de la conférence mondiale sur la sécurité. La délégation conduite par le général de division Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, a assisté à la cérémonie d'ouverture ce vendredi en compagnie du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Morissanda Kouyaté. Pendant 3 jours, des spécialistes de la sécurité et des leaders expérimentés dans la gestion des conflits travailleront ensemble pour trouver des solutions visant à instaurer la paix dans un monde de plus en plus conflictuel qui a vu le nombre de foyers de tension armés passer de 30 à 120 au cours des 20 dernières années. Le représentant du chef de l'État, très sollicité, a d'abord participé aux côtés d'autres généraux à un panel sur les conflits en Afrique. Le général Amara Kamara a partagé des réflexions basées sur son expérience et des exemples concrets. Il a ensuite animé un second panel sur le rôle de la sécurité dans la gestion des ressources naturelles. Et comme vous le savez, les ressources minières peuvent à la fois être une chance et une malédiction pour un pays. Tout dépendra de la façon dont elles seront orientées ou bien utilisées. Et le 5 septembre 2021, au regard du code dans lequel notre pays était plongé à cause de la gouvernance, nos forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités en évitant à notre pays de plonger dans un conflit. Et depuis cette date, il y a une nouvelle ère très stable et résolument tournée vers le développement durable de la Guinée qui est ouverte grâce au leadership du président Mamadi Doumbouya. Dans la politique de gouvernance du président, il a fait du respect des traités, d'accords et des conventions auxquels notre pays est parti son cheval de bataille. Le président, il est convaincu qu'il faut pour un pays une vision pour qu'un pays se développe. Dans ce élan, notre nation riche de ressources naturelles inestimables est déterminée à exploiter de manière durable et responsable dans le but ultime de garantir le bien-être de tous les Guinéens. Le monde a changé. Il est devenu une véritable opportunité commerciale. Chaque problème est analysé comme une chance et un moyen de profit pour certains, explique le général Amara Kamara. C'est pourquoi le CNRD a à sa tête son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, prône une gestion éthique des ressources minières du pays afin qu'elles bénéficient à tous les Guinéens sans discrimination. Nous avons voulu que le projet Simandou soit un projet intégré. Non seulement les opérations minières, mais également des infrastructures multiservices et multi-utilisateurs. Et les rails qui ont été construits pour transporter des minerais, on s'est arrangé à ce que ça puisse transporter les minerais et les personnes, mais aussi les biens et les services. Lors de ces différentes rencontres, l'approche de la République de Guinée est largement appréciée. Le chef de la délégation guinéenne préconise de renforcer l'engagement politique pour parvenir à des solutions concertées et ainsi éradiquer les foyers de tension à l'échelle mondiale.
Forum international de Munich sur la sécurité. En marge de l'ouverture des travaux, la délégation guinéenne a eu un entretien avec le commandant de l'Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique, une unité d'élite dirigée par le commandant Langlais. Les échanges portent sur les enjeux de défense et de sécurité sur le continent. Fatoumata Kourouman. Après le lancement de la conférence internationale sur la sécurité à Munich, le général américain Michael Langley, qui coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis en Afrique, a sollicité une rencontre avec le représentant du chef de l'État à cette conférence, le général de division Amara Kamara. Lors de cette rencontre stratégique, tous les aspects de la sécurité sur le continent ont été abordés. La réunion a débuté par un exposé du colonel Mouktar Kaba, commandant du groupement des forces spéciales de Guinée, sur des questions de commandement des troupes. Le général Langley a ensuite pris la parole pour exprimer son admiration pour l'organisation des forces guinéennes et a plaidé en faveur d'une coopération militaire renforcée avec Conakry. Aujourd'hui, cette délégation a rencontré la haute autorité militaire des États-Unis d'Amérique. Et la question qui s'est posée était très simple. Quel est le présent? Quel est l'avenir des relations entre les États-Unis et la République de Guinée? Dans tous les domaines, mais surtout dans le domaine sécuritaire. Le chef de notre délégation, le général Amara Kamara, et le commandant du groupement des forces spéciales ont présenté la Guinée dans tous ces domaines. Et ils ont donné un aperçu totalement exhaustif de la sécurité en Guinée et du rôle de la Guinée dans la stabilisation, dans la stabilité de notre sous-région. Après cela, le chef de l'armée américaine a félicité la Guinée pour son rôle de stabilisation, effectivement, pour son rôle de sécurité et de défense dans la sous-région. Et il a réitéré le désir, la volonté ferme des États-Unis à coopérer avec la sécurité guinéenne, avec le chef de l'État guinéen dans le domaine de la sécurité. Composé de 3600 hommes, l'Africom, commandement des États-Unis pour l'Afrique, est un commandement unifié qui dépend directement du département américain de la Défense. Il est entré en fonction en 2008. Cette rencontre entre le général Michael Langley et la délégation guinéenne devrait ouvrir des opportunités sécuritaires et diplomatiques. Il y a quelque chose qui a attiré notre attention, que je me dois de reporter ici pour que le peuple de Guinée l'entende bien. Il a dit que le président Trump, Donald Trump, a apprécié les progrès qui se déroulent en Guinée depuis 2021 et que le gouvernement américain est prêt à renforcer sa coopération avec la Guinée. Cette appréciation du président américain est un encouragement pour la Guinée. Et le général Amara a profité de cette occasion pour dire au nom du chef de l'État que la Guinée aussi saisit cette main tendue et que les États-Unis vont continuer à travailler avec notre pays dans l'amitié, dans la coopération, pourquoi pas dans la fraternité. Les deux généraux, Langley et Kamara, partagent une vision commune sur plusieurs sujets liés au commandement. Le ministre secrétaire général de la présidence et le commandant des forces spéciales sortent de cette réunion avec des impressions positives, conformément aux instructions du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Retour à Conakry et c'est officiel, la signature d'une convention collective. Cet accord public-privé va profiter aux travailleurs des mines, carrières et industries minières. Je vous l'annonçais à l'instant, cette convention intervient après plusieurs mois de négociations. La cérémonie de signature est présidée par le ministre de la fonction publique, adjudant-chef Aboubakar Kamanou. Conformément à sa vision, celle relative au programme Simandou 2040, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, met les bouchées doubles
pour faire de la République de Guinée un véritable pôle d'attraction des investisseurs et des géants mondiaux de l'industrie minière. Après 30 ans, le pays a renouvelé ce vendredi 14 février 2025 sa convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées de la République de Guinée. C'est la salle 28 septembre du Palais du Peuple qui a servi de cadre à l'événement. La convention collective est une norme consacrée par le Code du travail guinéen et la législation internationale du travail. C'est pourquoi, après la signature de la présente convention collective révisée, elle sera la référentielle dans le secteur à laquelle tous les secteurs, sans exception aucune, seront soumis. En regardant dans le rétroviseur de l'histoire, nous trouvons 5 grands changements majeurs dans cette convention. L'instauration d'une grille fixant le salaire de base minimum denté. Le deuxième changement de cette convention collective par rapport à celle de 1995, comme cela a été dit, c'est la prise en compte de la sous-traitance fixant le salaire de base à un minimum de 110% de salaire de base des sociétés mères. Nous avons aussi l'amélioration de la prime de départ à la retraite, l'augmentation du nombre de jours pour les événements sociaux. L'exploit que nous célébrons aujourd'hui est le fruit du travail de plusieurs groupes, mais d'une seule équipe. Présidée par le ministre du Travail et de la Fonction publique Faya François Bourneau, la cérémonie de signature de cette convention collective a connu la présence des partenaires sociaux de l'État, notamment le syndicat et le patronat, élargi à la Chambre des mines de Guinée, mais aussi des ambassadeurs et des ministères sectoriels tels que les départements en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, des mines et de la géologie, du travail et de la fonction publique à travers l'inspection générale du travail, entre autres. Les parties prenantes à ce processus se réjouissent des résultats des 15 mois de négociations qui ont abouti à cet accord salutaire. Chers collègues, il est essentiel que nous nous mobilisons davantage au sein de la CGGI. Votre organisation patronale afin de bâtir des fédérations fortes et représentatives capables de mener un dialogue social constructif et efficace avec les organisations syndicales. Nous devons mettre de côté les querelles de leadership et nous concentrer sur l'essentiel. Avancer ensemble pour le bien de nos secteurs et de notre économie. La convention collective que nous venons de signer, comme celle à venir, ainsi que les grilles de salaire qui les accompagneront, auront force obligatoire. Je pense qu'autour de cette convention collective se réunit tout le monde du secteur minier. Et cela, c'est à notre honneur. Merci à tous et à toutes. Et vive la République de Guinée, vive l'amélioration des conditions de travail de tout un chacun. Tremplin de la refondation et de la rectification institutionnelle prônée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, l'amélioration des conditions de vie et de travail des Guinéens est l'une des préoccupations majeures de l'État guinéen. Au nom du gouvernement, le ministre Faya François Bourneau exprime sa satisfaction et loue les efforts du président général Mamadi Doumbouya. Votre détermination et votre volonté de trouver un consensus ont permis d'aboutir à une convention équilibrée, mais une convention ambitieuse. Et je voudrais également rendre un hommage appuyé à l'Inspection générale du travail, dont l'expertise et la capacité de facilitation ont été déterminantes pour maintenir un climat de confiance et de compromis tout au long du processus. Permettez-moi d'admirer ici, avec une grande fierté, la clarté et la pertinence de la vision du président de la République, le chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. Grâce à sa détermination sans faille, notre pays s'engage résolument sur la voie du progrès social et économique. Cette convention collective est une illustration concrète de sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéennes et des Guinéens, mais aussi de faire de notre pays une destination privilégiée pour les investissements directs étrangers. Le président de la République a placé le développement social et le travail décent au cœur de l'agenda national,
en cohérence avec la mise en œuvre du programme Simandou 2040. La signature de cette nouvelle convention collective marque des avancées significatives. Elle va poser les vraies fondations en faveur d'un travail rémunérateur, valorisant et protecteur en faveur des travailleurs. Elle va permettre d'atteindre des niveaux de salaire, d'assurance complémentaire, de formation et de promotion clairs, progressifs et de bien-être. Justement, il faut noter que la signature de la convention collective des mines, carrières et industries minières mettra fin aux inégalités dans le traitement salarial. Désormais, une nouvelle grille de salaire est proposée et validée, et c'est pour tout type de travailleurs évoluant dans le domaine. Mamadi Ternaka Misoko pour plus de précisions. Pays aux immenses ressources minières, la Guinée réussit à établir un nouveau contrat social durable entre les employés et employeurs dans le secteur stratégique des mines, 30 ans après la dernière convention. La nouvelle convention collective des mines, carrières, industries minières et assimilées de la République de Guinée promeut un travail qui nourrit et protège. Ça permet de savoir aujourd'hui comment on recrute les travailleurs, à quel niveau on les recrute, quelle est la composition, la structure, la grille salariale. Aujourd'hui, il y a un salaire minimum pour toutes les mines, carrières et industries chimiques. C'est 2 600 000 francs guinéens. Tu ne peux pas donner en deçà. Aucune entreprise minière ne peut se soustraire de cette grille que nous avons établie. Véritable instrument de redistribution de la croissance, la nouvelle convention signée par les mandats tripartites, gouvernement, syndicats et patronat, élargie à la Chambre nationale des mines, viendra mettre fin aux disparités chroniques dans le traitement salarial. Les partis ont décidé de se pencher sur la question salariale pour réduire ou pour éliminer totalement l'injustice qu'il peut avoir dans ce secteur-là. C'est dans ce cadre-là que nous avons abouti à une grille salariale qui prend en compte le salaire minimum de base de certaines catégories, notamment les ouvriers non qualifiés et la catégorie des de maîtrise. Cette grille a été fixée en commun accord, tout en indiquant qu'il y aura d'autres textes à caractère réglementaire qui pourront traiter la catégorie des cadres. Fruit d'un dialogue sincère entre les différentes parties, la signature de la convention collective dans les mines, carrières, industries minières et assimilées vient concrétiser 15 longs et périlleux mois de discussion. Elle sera accompagnée des accords de branche pour que chaque acteur minier se sente à l'aise. Cette autre bonne nouvelle, c'est au bénéfice des entreprises guinéennes pour l'accès aux produits d'assurance. Cela fait suite au partenariat scellé entre la bourse de sous-traitance et la société SAR Assurance. Pour aller vite dans la matérialisation, les deux parties ont mis en place un comité mixte. Ça, Martin Francinaduno, Kandesila. Ce partenariat entre la bourse de sous-traitance et SAR Assurance Guinée s'inscrit dans une volonté commune de bâtir un tissu économique solide en Guinée. En favorisant l'accès à l'assurance, les deux entités espèrent encourager la croissance des entreprises locales tout en contribuant à la stabilité du marché. Le point essentiel de la Convention, c'est vraiment essayer d'appuyer les entreprises guinéennes, à savoir l'importance de l'assurance, de les aider vraiment à protéger leur entreprise. Dans ce cadre-là, nous allons bien sûr travailler sur un plan d'action pour appuyer vraiment l'écosystème entrepreneurial, permettre de connaître les produits de SAR Assurance et savoir en quoi ces produits sont bénéfiques pour tout entrepreneur, toute entreprise et toute PME inscrite à la BSTP, mais aussi au-delà. Cette convention vise également à faciliter l'accès des entreprises guinéennes aux services d'assurance de la SAR Guinée, tout en leur offrant une couverture adaptée à leurs besoins spécifiques. À travers cette convention, nous comptons offrir aux entreprises qui sont enregistrées au niveau de la bourse sous-traitance, leur proposer les produits de la SAR Assurance, les couvrir. Ce n'est pas seulement les grandes entreprises, les petites entreprises, mais aussi les toutes petites entreprises qui sont au niveau de la bourse de sous-traitance. C'est une opportunité. Donc cette convention s'articule autour d'un certain nombre d'engagements. Au titre de ces engagements, la bourse de sous-traitance a des engagements à mettre en œuvre. Et pour ce qui concerne la SAR Assurance, nos engagements tournent autour de participer activement aux activités de la bourse de sous-traitance, mais aussi
et offrir des produits d'assurance que nous mettons sur le marché. Les deux parties mesurent l'importance de se mettre désormais ensemble pour dynamiser le secteur économique guinéen et offrir des protections adéquates aux entrepreneurs et aux travailleurs, dont 3000 entreprises de toutes les tailles sont affiliées à la BSTP. Après la signature de ce protocole d'accord, un comité est créé pour les prochaines étapes qui consisteront à mettre en œuvre les actions convenues et à évaluer les résultats de ces partenariats prometteurs. Ministère des Transports, retraite stratégique des cadres du département. L'activité a pris fin. Pendant 3 jours, les responsables se sont réunis pour tracer les grandes lignes des réformes. Mais pas seulement, des orientations sont données pour le bien du secteur des transports. Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla. L'événement marque la journée de reconnaissance et de soutien aux actions de développement enclenchées dans le pays par le CNRD. Il est organisé par la Direction générale du port autonome de Conakry en collaboration avec les acteurs des transports. Au cours de cet événement, les membres du gouvernement ont rehaussé de leur présence. Ces vaillants travailleurs se félicitent aujourd'hui de l'amélioration de leurs conditions de travail depuis l'avènement du CNRD. Des acquis comme la réhabilitation des infrastructures routières et l'assainissement du secteur. Les sporteurs, les syndicats, les travailleurs de tous les secteurs liés au transport ont leur candidat. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Le général ne peut plus ne pas être candidat parce que nous payons sa caution. Que cela soit entendu, transcrit, écrit et archivé. À partir d'aujourd'hui, partout où nous serons, nous devons rappeler tous les progrès qui ont été enclenchés dans notre pays. Je ne parle même pas des perspectives du projet de Simandou, qui dans moins d'1 an va connaître son décollage. C'est une attente du peuple de Guinée depuis 66 ans. Le projet de Simandou, c'est plus d'une 50aine de trafics tous les jours de train entre Bela et Moribaya. C'est des milliers d'emplois. C'est un décollage économique certain. Ce sont des revenus considérables pour permettre au gouvernement et aux autorités de faire face aux questions de développement de notre pays. Nous sommes là pour féliciter le ministre des Transports et l'ensemble des cadres qui l'ont aidé à matérialiser ces jours de grande mobilisation de soutien en faveur de notre champion, du général Mamadi Doumbouya. Vous savez, il y a eu beaucoup de discours dans ce pays. Mais de ce que nous voyons, entre ceux qui viendront vous dire, demain nous allons faire ceci, cela pour les dockers, pour les transporteurs routiers, pour les infrastructures routières, pour les services portuaires ou aéroportuaires. Aujourd'hui, vous avez un homme qui est à l'épreuve. Cet homme, c'est notre champion, le général Doumbouya. Entre le 5 septembre et aujourd'hui, tout ce qui a été engagé dans le secteur des transports en Guinée passe le commentaire. À travers ces prestations artistiques, ces professionnels des transports entendent exprimer leur reconnaissance aux efforts des autorités de la transition, des efforts qui ne passent pas inaperçus aux yeux des transporteurs. Dans l'histoire de l'indépendance, les dockers sont les pionniers. Ils ont payé la question du président Ahmed Sékou Touré. Nous, dockers, nous nous engageons à payer la caution du président de la République de Guinée, Mamadi Doumbouya, aux futures élections présidentielles pour la magistrature suprême. Les forces qui tentent de nous diviser, qui cherchent à remettre en question notre avancée, n'ont aucune solution. Deux fédérations se sont donné les mains ensemble avec les chauffeurs conducteurs, les lignes urbaines et interurbaines pour manifester ces joies que vous avez vues aujourd'hui. L'homme ne doit pas être ingrat. Nous sommes retrouvés ici afin de reconnaître la valeur du premier responsable de notre pays,
le général Mamadi Doumbouya. Avec ce mouvement de soutien aux idéaux du CNRD, les acteurs du secteur des transports réitèrent toutefois leur entente quant à la poursuite des réformes, notamment la lutte contre les tracasseries routières et la modernisation des gares interurbaines. Une dynamique que les transporteurs espèrent voir s'intensifier dans les mois à venir. Vous avez dû le corriger par vous-même, c'est justement au ministère des Transports, mais cette fois-ci pour mettre en exergue les acquis du CNRD et de son président. La synergie en soutien au chef de l'État étant tournée dans le pays profond sur place, les populations sont invitées à prôner la cohésion sociale. Par la même occasion, les acquis du CNRD sont rappelés. Bakary Bambakonde. La synergie Général Mamadi Doumbouya 2025 a entrepris une tournée à travers le pays. L'objectif est de promouvoir la paix et galvaniser le soutien populaire pour les actions de développement initiées par le président de la République. Ici, à Farana, il a été question de rassembler les citoyens autour d'une vision commune, celle d'un avenir prospère et harmonieux pour tous. La Guinée de Mamadi Doumbouya est un peuple soudé à son chef. Les actes qu'il est en train de poser, ce sont des actes nobles que les Guinéens apprécient à leur juste valeur. À cette occasion, les membres de la synergie rencontrent des communautés locales, écoutent leurs préoccupations et partagent les réalisations du gouvernement. Au centre des échanges, l'appel à l'unité résonne, soulignant l'importance d'une mobilisation collective pour consolider la paix en Guinée et accompagner la refondation prônée par le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée jusqu'à maintenant, a mis les jalons de développement sur le plan national et surtout sur le plan local, c'est-à-dire le cap spécifique de Farana. Il a fait des infrastructures, il a fait des routes, des bitumages, des voiries urbaines et tant d'autres. Si nous prenons par exemple la réhabilitation de secteurs dans ses droits, ça c'est largement suffisant pour la population de Farana de soutenir le général Mamadi Doumbouya. Cette tournée est un appel à la solidarité et à l'engagement citoyen. En soutenant le président dans ses efforts pour bâtir un pays pacifique et prospère, la synergie GMD 25 espère insuffler un nouvel élan d'espoir et de détermination parmi les populations qui reposent sur la paix. En immersion gouvernementale, la délégation conduite par le Premier ministre Amadou Ouriba s'est rendue dans le district de Sandafara, sous-préfecture de Djalakaro, préfecture de Dinguiraï, loin d'une simple visite, l'inauguration d'une piste rurale, un ouvrage construit sur fonds propres des fils et filles de cette partie de la Guinée. Ousmane Bangoura, carnet de route. Grande initiative de développement communautaire. Cette piste de 15 km est l'œuvre de 3 districts voisins, Kambaya, Kankamfodea et Sandafra. Ces localités à cheval entre Daboula et Dingraï se sont donné les mains pour changer leur quotidien. Depuis 3 ans, des actions sont engagées pour réaliser des infrastructures de base, dont cette voie d'accès. En immersion dans la région, l'équipe gouvernementale conduite par le Premier ministre s'est invitée à accompagner l'effort des populations. L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui était un ardent souhait de nos ancêtres, un désir qu'ils n'ont pas pu réaliser. Vous pourrez donc comprendre aisément notre fierté d'avoir transformé les rêves en réalité. La concrétisation de ce rêve communautaire a nécessité un engagement fort et les sacrifices énormes de tous les fils résidents et ressortissants de Kambaya, Kankamfodea et Sandafra. En 2022, au 2021, arrivé à 22, on a commencé ce projet. Donc on a fait 33 dallos et ces ponts-là, 18 mètres en hauteur et puis 20 mètres à longueur. Nous encourageons tout le monde de faire pareil dans leur localité pour aider le gouvernement à continuer son œuvre. Pour le gouvernement, l'exemple des districts de Kambaya, Kankamfodea et Sandafra est inspirant. Au-delà des réalisations, il met en avant des valeurs de rassemblement et de patriotisme pour promouvoir le développement local. Les 3 districts qui appartiennent à 2 préfectures différentes
d'Abola et d'Ingirai ont donné un sens à l'une des valeurs du CNRD, le rassemblement. Le rassemblement, ce n'est pas simplement aimons-nous. Le rassemblement veut dire donnons-nous la main pour prendre en charge nos problèmes, pour les changer, les améliorer, pour que ceux qui n'ont pas les moyens puissent trouver auprès des autres qui sont à côté la force de se donner la main pour changer les choses et d'améliorer le sort de tous. Vous rendez un hommage posthume à vos ancêtres. Félicitations. Dans son intervention, Amadou Ouriba a invité les populations à renforcer davantage cette solidarité, devant permettre à ces populations de voir dans les prochains jours la nationale d'Abola d'Ingirai Bikubé, en passant par leurs localités respectives. C'était l'un des sempiternels chantiers de la République. La cité du Niger à Farana, vieille de 11 ans de rénovation. La page est tournée, place à la coupe du cordon inaugural. Le site devient opérationnel grâce aux efforts du chef de l'État. C'est à la faveur de la tournée de l'équipe gouvernementale. Ibrahima Oulem Fofana, correspondance. À Farana, la mission gouvernementale conduite par le Premier ministre est accueillie avec enthousiasme ici, à la cité Niger. L'édifice est construit à l'image des 9 pays de l'autorité du bassin du Niger. La rénovation totale de ce patrimoine national émane de la volonté affichée du président de la République. Cet héritage du premier président guinéen est inauguré à l'occasion de cette immersion gouvernementale. La cité que nous inaugurons aujourd'hui tire son nom de cette source de vie. Et elle a été pensée pour honorer cet héritage, tout en répondant aux besoins actuels de notre population. Grâce à la diligence et à l'engagement du gouvernement, et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude, cette cité a bénéficié d'une rénovation exceptionnelle qui redonne vie à cet espace. Cette cérémonie inaugurale a mobilisé plusieurs citoyens de Farana, un acquis de développement qui réconforte plus d'un. La reconstruction de la cité Niger de Farana incarne la concrétisation de la volonté politique du président de la République, chef suprême des armées, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Cette cité revêt une portée historique et une valeur panafricaine indéniable. La cité Niger de Farana constitue le premier réceptif hôtelier d'une longue série située à l'intérieur du pays que l'État a décidé de reconstruire. Cet effort vise non seulement à accroître la capacité hôtelière de la Guinée, mais aussi et surtout à améliorer la qualité des services offerts afin de répondre aux standards internationaux. Aujourd'hui, la cité du Niger a changé d'image et elle est prête à accueillir ses premiers hôtes. Cette initiative du premier président guinéen de bâtir une œuvre de ce genre pour revoir des hôtes de marque est magnifiée par le ministère en charge du patrimoine historique. À travers la reconstruction de la cité du Niger, c'est cette volonté de réconcilier le passé avec le présent, volonté de se projeter à l'avenir. La cité du Niger, c'est également un appel pour l'eau, pour les fleuves, pour la rencontre des hommes et des femmes qui vivent de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et donc, les 9 cases de la cité du Niger symbolisent cet internationalisme, ce panafricanisme qui a été un des éléments fondateurs de l'esprit guinéen de l'indépendance. Cet esprit doit renaître avec de nouvelles visions, avec une vision concrète de ce qu'est réellement le panafricanisme. C'est la raison pour laquelle le général Mamadi Doumbouya est désigné comme le champion du massif du Fouta Djallon. Cette cérémonie de coupe de cordon inaugural a été marquée par des prestations des artistes locaux. Des rythmes et pas de danse puisés du folklore de Farana ont émerveillé la mission gouvernementale.
Immersion gouvernementale, les échos sont favorables dans les endroits parcourus. Escale à Beila, 3 ponts sont inaugurés pour faciliter l'accès au marché. Des ouvrages de franchissement salués par les populations bénéficiaires, autrefois confrontées à une mobilité contraignante. Fodé Camara. Au fil de l'immersion gouvernementale, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage au contact des populations agro-pastorales pour s'assurer de la mise en œuvre des projets engagés en faveur du monde rural. À Senko, dans Beila, la population rurale à Liès accueille Félix Lama pour l'inauguration de 3 ponts. 3 ponts de 11 et 12 mètres linéaires qui enjambent désormais 3 fleuves pour faciliter l'écoulement des produits agricoles. Il est important de continuer à travailler au désenclavement des zones de production. D'ailleurs, c'est l'une des recommandations des États généraux de l'agriculture et de l'élevage que nous avons organisé au mois de juillet 2024 à Conakry. Et nous allons continuer à désenclaver ces zones de production par la réalisation des pistes rurales ainsi que des ouvrages de franchissement tels que nous l'avons fait aujourd'hui. L'année dernière, en 2024, nous avons pu réaliser 200 et quelques kilomètres de pistes rurales. Et cette année, nous ambitionnons, avec l'ensemble de nos projets et programmes, réaliser au minimum 800 km de pistes rurales. La réalisation de ces ponts met fin à la corvée des producteurs de ces localités qui disposent de fortes potentialités. Des villages qui ne vivent que par le biais de l'agriculture et de l'élevage. Monsieur le ministre, cette noble mission est de transmettre nos salutations et nos remerciements au gouvernement, au CNRD et au président de la République pour avoir mis la Guinée sur la voie du développement et de leur dire que tout Béla est derrière vous. Dans son agenda, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a pour ambition d'évaluer l'état de santé de tous les projets et programmes de développement rural. L'enjeu est de corriger toutes les imperfections avant le lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026. En province, au compte toujours de l'immersion gouvernementale, pas de repos pour le ministre de l'Information, de la Communication et ses équipes, à Dabola et Dinguiraye. Des préoccupations sont relevées, notamment au sein des radios rurales, l'accès à l'énergie, la vétusté des installations, le besoin de modernisation des studios s'impose. Pire, le signal de la RTG a quitté Dinguiraye depuis plus de 10 ans, avec le soutien au plus haut niveau. L'espoir semble permis. Ousmane Diallo redonne ce souffle. Parmi les radios rurales qui nécessitent une rénovation complète, l'on peut noter celle de Dabola, dont les conditions de travail sont à améliorer. Ici, l'unique source d'énergie, c'est ce groupe électrogène. Les installations techniques vétustes témoignent du besoin en investissement dans la radio rurale du centre géographique de la Guinée. Nous avons le problème d'émetteur. Nous avons un émetteur qui était à 500 watts. Aujourd'hui, il y a une baisse de 150. Donc nous avons encore un autre problème qui est le problème de console. Donc nous avons encore un autre problème qui est un problème très important, c'est ce qu'on appelle source d'énergie. Nous utilisons le groupe, et ça c'est un groupe qui est là depuis 2015, ça c'est un groupe qui a vieilli. Donc si monsieur le ministre nous aide à avoir une source d'énergie constante pour qu'on puisse travailler 24 heures sur 24. Après Dabola, le ministre de l'Information et de la Communication s'est rendu à Dinguiraye, à la radio rurale, unique source d'information dans la préfecture. Le ministre a félicité le personnel pour son engagement avant de prendre note des difficultés. Aujourd'hui, au niveau de la radio rurale de Dinguiraye, on a de sérieux problèmes. D'abord au niveau de l'émetteur central, c'est un émetteur de 300 que nous avons et dans les conditions normales, on a besoin d'un émetteur de 500. Et en plus de ça, notre site relais qui est à Diatiféré, ce site aussi est en panne. Donc c'est de nous aider à trouver un émetteur pour que ce site puisse être réhabilité. Et ensuite au niveau de nos équipements, la console numérique, elle s'échauffe parce que monsieur le ministre même l'a dit lors de la revue de PITA qu'il voudrait que les radios fonctionnent au moins de 7h jusqu'à minuit. Mais quand on a essayé cela, la consolette qui est là, qui date de 2014, donc qui n'est plus à la mode,
et elle se chauffe. Et il y a beaucoup d'autres problèmes comme les moyens de déplacement et d'autres équipements. Lui-même, il a vu les conditions dans lesquelles nous travaillons et il a promis vraiment d'améliorer nos conditions de travail. L'autre priorité à Dinguiraye, c'est l'accès au programme de la RTJ, un vœu que formulent les populations d'ici depuis 15 ans. Sur le site de diffusion, le ministre a constaté l'installation incomplète d'équipements et fustige un enclavement médiatique que déplore tout Dinguiraye. La radio nationale n'est pas audible dans la préfecture de Dinguiraye. Les zones rurales sont sevrées parce qu'il n'y a que les réseaux sociaux qui fonctionnent. L'arrivée du ministre ici a suscité beaucoup d'espoir parce que l'allure qu'il a nous rassure. Pragmatique, ne laisse pas les choses en instance. Et c'est un ministre très accessible, très compréhensible. Donc on n'a pas peur, on n'hésite pas de lui poser les problèmes. Vous voyez l'autre rubrique, le magazine national de 22h, là, c'est ce que toutes les communautés avaient en commun. 22h, mais malheureusement, ici on est dans l'obscurité parce que la radio nationale n'est pas audible. Pour ce qui concerne l'AGP ici, le problème de mobilité se pose. Il n'y a pas d'engin roulant pour aller dans les zones rurales. Les réalités de terrain touchées du doigt à Dinguiraye et à Daboula, le ministre de l'Information et de la Communication promet des actions urgentes pour répondre aux besoins des populations en matière d'accès à l'information. Sur tout autre plan, justice, fini la collecte des condamnations et les Corées constituent la dernière étape. Les résultats disponibles font état de plus de 11 000 condamnations pénales à l'échelle nationale. La campagne prend en compte la digitalisation du casier judiciaire et les questions de connaître la situation de tout demandeur de cette pièce. Kerno Younusaba, éclairage. La Guinée forestière marque la fin du processus de collecte des condamnations pénales. Désormais, tous ceux qui ont des antécédents judiciaires sont identifiés. Un programme ambitieux qui entre dans la digitalisation du processus de délivrance du casier judiciaire. L'objectif est de faciliter l'accès rapide à une pièce sécurisée. Il s'agit donc d'éviter l'usurpation des identités et la fraude administrative dans l'acquisition du document. Au cours de cette opération, un total de 3217 décisions a été recensées et documentées dans le ressort de la Guinée forestière. Un total de 3115 décisions a été recensées et documentées dans le ressort de la Haute-Guinée. Un total de 2749 décisions a été recensées et documentées dans le ressort de la Moyenne-Guinée. Un total de 2296 décisions a été recensées et documentées dans le ressort des juridictions de la Basse-Guinée, soit un total de 11 377 décisions ont été recensées sur toute l'étendue du territoire national. Cette initiative vise à renforcer la transparence dans la gestion des données judiciaires et donc, elle permet de disposer des informations précieuses et accessibles. Nous sommes conscients des défis que cette transformation numérique représente. L'ambition est de faire du ministère de la Justice un acteur majeur dans le développement de l'administration numérique. Avec la détermination des autorités judiciaires et la mobilisation de tous les acteurs concernés, je suis convaincu, partageant du reste les opinions de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que nous parviendrons à faire de ce processus un modèle à étendre. Nous devrons poursuivre le déploiement de cette initiative et nous assurer que le système est sécurisé, respectueux des normes de confidentialité et d'intégrité des données. Le processus de collecte des données va se poursuivre. La Direction générale du casier judiciaire central compte sur les chefs de greffe et des juridictions pour le transfert de chaque condamnation pénale au lieu de naissance, ce qui va aider à rompre avec la délivrance d'un document vierge à un condamné et vice-versa. À Kissidougou et Farana, la ministre Aminata Kaba, en compagnie de ses homologues, visite plusieurs centres de formation professionnelle. Objectif, évaluer la qualité des infrastructures et les conditions d'apprentissage. Entre autres difficultés décelées, le manque d'enseignants et d'outils pédagogiques. Moussa Komara. En visitant le CFP et le centre d'apprentissage de la formation professionnelle post-primaire et secondaire de Kissidougou, la ministre du secteur a bien voulu se rassurer des conditions d'apprentissage des élèves. L'annonce du personnel enseignant
et des matières d'œuvre pour les cours pratiques sont présentés comme difficultés majeures. Pourtant, dans ces écoles, la formation s'est faite sur une approche par les compétences. Il y a des réalisations qui sont faites, il y a des bonnes choses qui se font. Mais nous avons aussi relevé un certain nombre de difficultés, un certain nombre de défis que nous devons absolument relever pour qualifier davantage notre système d'enseignement technique, pour améliorer le contenu des programmes de formation, pour renforcer les compétences que nous donnons aux apprenants. Après Kissi-Dougou, direction Farana. Ici, la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et sa suite se sont rendus au CFP et au centre d'apprentissage de la formation professionnelle post-primaire et secondaire. Sans tabou et gêne, les élèves ont évoqué le retard dans le paiement de leur bourse d'entretien, la vétusté des équipements et le manque d'enseignants qualifiés pour les filières porteurs. Souvent, on a envie de faire la pratique ici, mais compte tenu on a un manque de matériel, nous n'avons pas de matériel ici et des outils de travail. Sinon, à chaque fois, on a envie de faire, à chaque fin de module, on doit évaluer. Et pourtant, ici, étant une école technique, c'est la pratique qui compte. C'est vrai que les apprenants ont soulevé un certain nombre de difficultés, notamment les problèmes de formateurs et surtout de matière d'œuvre. Et tout cela, on va se retrouver donc, au niveau donc, des directions nationales pour que des solutions idoines soient trouvées et rapidement. Poursuivant sa tournée, la ministre Aminata Kaba et sa suite ont aussi visité l'école de santé de Tindor, située à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Farana. Le manque de salles de compétences pour la pratique est rappelé. La dotation des apprenants en kit individuel et collectif est vérifiée pendant cette immersion. À présent, le contenu de ce communiqué. ARPT, prolifération de l'utilisation non autorisée de fréquences et de systèmes de radiocommunication. Dans le cadre de ses missions de régulation et de contrôle, l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT constate une augmentation préoccupante de l'importation, de l'installation et de l'utilisation non autorisée des systèmes de radiocommunication en République de Guinée. L'ARPT rappelle que l'importation, l'installation et l'utilisation d'équipements radioélectriques tels que les répéteurs de signaux, les émetteurs et autres dispositifs similaires sont réglementés en République de Guinée. En effet, le mauvais usage de ces équipements peut engendrer de graves interférences en compromettant ainsi la qualité des services de télécommunication et perturbant les utilisateurs. De plus, l'utilisation des fréquences et des systèmes de communication radio, notamment talkie-walkie, radiodiffusion FM, TV, etc., est soumise à une autorisation préalable délivrée par la RPT conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi L 2015-018 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. L'ARPT invite toutes les personnes et organisations concernées à se rapprocher de ces services afin de régulariser leur situation. Des missions de contrôle sont déployées en continu sur le terrain et tout constat d'irrégularité fera l'objet de sanctions conformément aux articles 138, 140, 143, 144 et 145 de la loi L 2015-018 relative aux télécommunications, technologies de l'information et de la communication en République de Guinée. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la RPT au 13 13 ou 669 22 10 00, signé la direction générale. Dans l'actualité, évaluation de la session 2023-2024, les résultats sont rendus publics. Des programmes de plusieurs institutions d'enseignement supérieur sont accrédités. D'autres universités et instituts également habilités. Un exploit de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Le département de l'enseignement supérieur souhaite, à travers l'ANAC, promouvoir l'excellence. Alpha Isiagaba. Une remise d'attestation après la proclamation des résultats définitifs des évaluations de l'Autorité nationale d'assurance qualité. Au total, 88 programmes ont été accrédités et 7 institutions d'enseignement supérieur habilitées. Parmi les institutions dont les programmes ont été accrédités, l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée.
Il faut compter à partir de la 3e année, puisqu'on a compris que vraiment c'est quelque chose qui peut servir l'efficacité de la mise en œuvre des programmes. On a fini par adopter et accepter, avec l'effort de sensibilisation. Dans cela, nous avons des acteurs qui sont vraiment engagés dans la mise en œuvre de cette démarche qualité au sein de l'État, à travers les SIAC, c'est-à-dire les cellules internes d'assurance qualité. Ces résultats des évaluations de l'Autorité nationale d'assurance qualité sont de la session 2023-2024. L'ANAQ veut promouvoir la culture de l'excellence en vue de créer de l'humiliation au sein des institutions d'enseignement supérieur. Le taux de réussite également est assez élevé parce que cette fois-ci nous avons dépassé le cap des 70% de taux de réussite, ce qui est une première dans nos séries d'évaluation. À travers ces résultats, nous sentons que la question de la qualité s'est installée dans nos institutions d'enseignement supérieur. Nous avons en fait plus de 70% de taux d'admission des programmes accrédités, mais également des institutions habilitées. Et donc, nous pensons que la qualité est en train de s'installer petit à petit dans nos institutions d'enseignement supérieur. Par contre, d'autres institutions d'enseignement supérieur n'ont pas rempli les critères d'évaluation. Elles vont donc devoir travailler davantage pour voir leur programme accrédité à la prochaine édition. Le processus de la session 2024-2025 est déjà entamé. Une question maintenant. Comment riposter contre les maladies d'origine animale? Le ministère du Commerce multiplie les approches de solutions. À l'interne, le service contrôle qualité est mis à contribution. La sensibilisation est réactivée. Au même moment, des box de protection sont distribuées. Mamadou Saliouba pour plus de précision. Des aliments de grande consommation exposés ça et là en bordure des voies publiques. La situation comporte des risques de maladies pour les consommateurs, ou dire des spécialistes. Soucieux de la santé des consommateurs, le ministère du Commerce, à travers l'Office national de contrôle qualité, lance la campagne de distribution des box de protection alimentaire et la sensibilisation sur l'hygiène alimentaire. À travers cette campagne, nous avons une opportunité unique d'agir concrètement en sensibilisant, en formant et en équipant les acteurs de ce secteur informel sensible. La distribution des box de protection constitue non seulement un geste pratique, mais surtout symbolique. Qui parle de l'hygiène alimentaire, parle de la préservation de la santé de nos populations. C'est quoi je suis honoré d'être associé à ce programme pour la santé de nos citoyens, pour que prospère notre pays, la Guinée. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des box va toucher tout le pays. Pour ce départ, les communes de Kaloum et de Matoto sont concernées. La prévention des risques de contamination des aliments, le renforcement de la surveillance alimentaire, l'amélioration de la conformité des normes et la promotion de la formation des acteurs issus de la chaîne alimentaire sont les principaux objectifs de l'hygiène alimentaire. Cette campagne porte non seulement sur la sensibilisation, mais également sur des actions concrètes traduites par la distribution de ces boxes de protection alimentaire qui serviront d'outils les mieux adaptés aux activités de nos vendeuses et vendeurs. Avec cette campagne de sensibilisation et de distribution des box, le ministère du Commerce, à travers l'Office national de contrôle qualité, veut mettre fin à la vente des aliments à ciel ouvert. Hors de la capitale, dans la commune urbaine de Kindia, l'érudit de la région, Abdul Wakil Al-Malik Keïta, enchaîne des bonnes œuvres. Après les forages pour les populations à Kenende, il lance les travaux de construction d'une mosquée, un point d'eau pour l'école primaire Oumar Dramé. La cérémonie est présidée par l'autorité régionale. Nabi Kamara. El Hadj Abdul Wakil Al-Malik Keïta, au chevet des populations de Kenende dans la commune urbaine de Kindia. Après les forages, il leur offre une mosquée dont les travaux de construction ont débuté cette semaine dans ce quartier de près de 1000 âmes. Cette maison de Dieu est prévue pour des centaines de fidèles musulmans de Kenende et ailleurs. Cette mosquée
au rez-de-chaussée a une capacité de 472 places, à l'étage 469 places, la terrasse 197 places, soit au total 1138 places. En attendant la fin des travaux de construction de la mosquée, l'érudit de Kindia a approvisionné en eau potable l'école primaire Omar Dramé du même quartier Kenende à partir d'un forage. Nous savons que l'érudit de Kindia, Elhadji Wakil Keita, il est en droite ligne avec l'esprit de CNRD pour la qualification du système éducatif. Par ses œuvres inlassables à l'endroit des écoles de Kindia, nous ne pouvons dire que merci à Elhadji Wakil Keita et son équipe. L'eau, c'est la vie. Regrouper les enfants dans une école primaire, s'il n'y a pas d'eau, c'est compliqué. C'est un honneur pour nous ce matin d'être à l'école de Dramé Omar pour inaugurer un forage offert par l'érudit de Kindia. C'est simplement le remercier. L'érudit de Kindia poursuit donc sa participation au développement tous azimuts de sa préfecture natale par la construction des infrastructures de base pour le plus grand bien de ses frères et sœurs. Et puis le quartier Boulbiné dans la commune de Kaloum a été le théâtre d'un violent incendie ce samedi. L'endroit précisément est occupé par des vendeurs exerçant diverses activités. On cite un exemple, la restauration, la menuiserie, la vente de carburant ainsi que des vêtements. Le cocktail est suffisant. Aujourd'hui, le feu est le seul maître de ce lieu de négoce. Aboubakar Bangoura, Salematou Kanté. Cet incendie s'est déclaré aux environs de 9 h, causant d'importants dégâts matériels en ce lieu bien que non habité, mais occupé par des commerçants de divers articles. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Les jeunes du quartier, les délinquants, les fumeurs de couches, les fumeurs de cigarettes, les fumeurs de drogue, la nuit ils profitent pour rentrer dedans. Le matin, vers 8 h, ils ont mis la cigarette, donc c'est les mégots de cigarettes là qui ont évolué petit à petit. Et cet endroit est un petit dépôt de carburant. Donc le feu a cheminé sur les traces des carburants. C'est ce qui a explosé le lieu et qui a pris le feu. De nombreux commerçants, durement touchés par cette tragédie, ont exprimé leur détresse, affirmant avoir tout perdu. Depuis on a commencé pour travailler ici avant, c'est le chose abandonné quoi. Lié abandonné, on a envoyé le bulldozer avec le camion, c'est moi qui a déplacé tout ça. On a levé les ordures. Après, j'ai commencé pour travailler. Quand même, j'ai gaspillé beaucoup de millions ici. Quoi, quand même. Il y a le boutique dedans, il y a le restaurant, il y a la caméra de surveillance, il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Ma place, aujourd'hui, c'est brûlé. Donc, tout ce que j'avais, tout est perdu. Comme nous savons que le président de la République il est là aujourd'hui, il est là pour le peuple. Vraiment, j'ai perdu mes biens, mais je remercie Allah, je remercie le président Mamadi Doumbouya. Je demande le soutien, je demande une aide. Grâce à l'intervention efficace des services de la protection civile, l'incendie a été maîtrisé. Je demande à l'autorité supérieure que ceux-là qui a abandonné, qui a une tache noire dans Boulbiné, qu'on évacue carrément. Parce qu'il paraîtrait qu'ils sont logés par le propriétaire, mais sans informer le quartier. C'est à peine 1 heure, on m'a appelé par rapport à l'incendie qui s'est produit ici. Et quand je suis arrivé, j'ai vu tout le monde en action par rapport à l'incendie parce que vraiment le mal était mal commun. On n'a pas cherché à se faire une idée sur la cause, mais déjà ça viendra après. Parce que les actions sont en train d'être prises par rapport à ce qui se passe et ce qui se passera après. Il est important de rappeler que ces derniers temps, Conakry ainsi que plusieurs villes de l'intérieur du pays ont été touchées par une série d'incendies récurrents, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. À prendre très au sérieux. Sur tout autre plan, prix découverte RFI 2025, parmi les 10 finalistes cette année figurent 2 artistes guinéens, Queen Rima et Striker. Le 16 février est le dernier jour de vote. Pendant ce temps, chaque candidat développe ses stratégies de campagne pour rafler le trophée. On s'intéresse à celle de Queen Rima, à découvrir avec Marie-Angélique Bangoura. Le prix découverte RFI met en compétition les artistes africains qui mettent en évidence leur talent. Cette année, 2 artistes guinéens, Queen Rima et Striker, font partie des 10 finalistes.
Queen Rima, elle, est à sa 3e qualification en finale sur 3 années consécutives. Comme les années précédentes, la jeune chanteuse est dans la dynamique de persévérante, tout en changeant de stratégie. Pour sa campagne, elle s'est rendue dans les écoles, les universités et certains lieux publics pour inciter les mélomanes à la soutenir à travers le vote. Les étudiants vont voter pour elle massivement par les méthodes que vous nous avez données dans les différentes classes et dont elle-même elle a donné. Il y a une page et il y a une instruction qui a été donnée aux étudiants. Nous allons les faire mobiliser pour que ça se passe dans la transparence. La première, nous les Guinéens, on n'a pas massivement voté pour elle. Deuxième aussi, pareil la même chose. Donc, je demande d'abord à tous les Guinéens, mes frères, mes sœurs, mes fans, de voter massivement pour notre maman, notre chérie, notre artiste, Rima, que vous la connaissez déjà. Donc, je la souhaite bonne chance et, machallah, cette fois-ci, la victoire va venir en Guinée. Certains artistes guinéens ont auparavant raflé ce prix découverte RFI. Il s'agit de Sia Tolno et de Soulbans. Tout comme ses aînés, Queen Rima espère gravir les échelons et voir son rêve se réaliser. On va l'encourager parce qu'elle va représenter la Guinée à l'international, surtout on parle de RFI. Donc j'ai encouragé nos élèves, tous les étudiants de Keys Academy à voter pour elle et Inch'Allah, j'espère qu'elle va gagner. Les 2 années passées, j'ai pas eu. Je me suis dit, peut-être les gens ne savent pas comment voter. On s'est dit, est-ce qu'on ne va pas changer de stratégie, de sortir sur le terrain, pas rester seulement les réseaux sociaux, dire aux gens, votez pour moi. Peut-être les gens ne savent pas voter. Venez sur le terrain, apprenez les gens comment voter et solliciter de l'aide pour que je puisse remporter ce prix. De matin jusqu'au soir, dans les rues, dans les lieux publics, en train de motiver les gens et inciter et solliciter de l'aide et apprendre les gens à comment voter. Dans cette compétition, la voix du public compte beaucoup, y compris celle des membres du jury, composé d'artistes et de professionnels du monde musical. Cette année, le jury est présidé par l'artiste béninoise Angélique Kiyo. Les mélomanes pourront continuer à voter pour leur candidat favori jusqu'au 16 février à minuit. Plus de soutien, seulement quelques heures nous séparent de la clôture du vote. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent. L'actualité évolue sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À très vite.